Cet épisode est une présentation de messeries.fr. Mesdames et messieurs, nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous un invité de renom. Et j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi Marc Saez. Bonjour Marc, content de t'avoir avec nous. Bonjour! Bonjour le Québec, bonjour le Canada, bonjour mes amis canadiens Oh, c'est la et meilleure du monde intro au entier monde. et du monde. Ben oui, C'est parce que drôle. c'est fantastique parce que ce genre de projet-là, on a l'opportunité de rencontrer des invités d'outre-mer. Il y a possibilité de justement mélanger nos cultures et de Il n'y a pas de pouvoir... frontières, c'est ça non. qui est bien. Et Ouais. justement, on va en parler parce que justement, Marc, là, on tease un peu les gens qui nous écoutent, mais Marc a déjà fait partie d'un film québécois et ça, on va en parler tout à l'heure. Ah, Marc, pour les gens qui nous écoutent, on va faire un peu ton curriculum vitae ok. de tes débuts. Dans le fond, tu as été diplômé du Conservatoire de Marseille. Tu as beaucoup de tâches derrière la cravate et non de tâches derrière la cravate. Rendu là, il faut la laver. Mais tu es réalisateur, tu es acteur, dramaturge, metteur en scène, adaptateur, tu es auteur de pièces de théâtre et je crois Ouais. que tu es le premier invité qu'on a qui a été auteur de pièces de théâtre. À la base, lorsque tu as gradué, c'était quoi ton objectif principal? Est-ce que c'était celui d'être acteur, de faire du théâtre? Si tu veux, au début, moi je suis l'exemple même du gamin qu'on peut suivre pour s'en sortir. C'est-à-dire, j'étais un gamin qui venait des cités, dans le sud de la France, des quartiers nord de Marseille, qui étaient des cités HLM, pas, tu vois, où ça pouvait dealer en bas des escaliers. L'exemple même du gamin qui aurait pu peut-être mal tourner si il avait rien fait de sa vie. Et moi, j'avais une passion pour la. C'est vrai que je m'enfuyais de cette réalité dans la lecture. Alors au départ, c'était les comics. Et, Mhm. puis petit à petit, à part les comics, ensuite je suis passé à Victor Hugo, puis à Shakespeare, tu vois. Et quand je voyais justement Il y a une grosse transition quand Oui. même, hein, de passer. Juste pour savoir pour les gens qui nous écoutent, mais quel comics que vous écoutiez, que vous lisiez à l'époque? Bah, tous les Strange, Titan, Strange, tout ça, enfin, c'est la culture des premiers Spider-Man, Oui. tu vois, et les DC aussi, tous les Batman. Moi, c'était, en fait, tu cherches, enfin, je cherchais, si tu veux, au lieu d'aller dans ce qui était peut-être une littérature du quotidien que je connaissais, comme beaucoup de gamins qui ont des problèmes à essayer de gérer. Moi, je cherchais peut-être le père super-héros tu vois, dans les bandes dessinées et autres. Donc, du coup, c'est pour ça que ça a été mes premières lectures. Mais après, quand j'ai vu, en fait, la densité, la richesse, par exemple, de Shakespeare, qui traite bah, des rapports familiaux, de l'amour, de Hmm, la mort, de tout ça. les totems. Ça a été une passion. Et puis, du coup, le cinéma, le théâtre aussi. Alors, j'avoue que j'étais plus dans l'esprit, j'avais plus d'envie ça me poussait plus vers le cinéma, mais le théâtre, c'était le first step, quoi, tu vois, la première étape. Et je suis allé tout seul m'inscrire je faisais mes études de langue pour apprendre l'anglais, l'espagnol. Et en parallèle, à 15 ans, j'ai commencé à faire de la radio. Donc, je menais ça en parallèle, besoin de s'exprimer, tu vois. Et puis, je suis allé m'inscrire au conservatoire pour faire du théâtre. Et alors, je ne savais pas qu'il y avait une école parallèle du conservatoire qui préparait à ça. Moi, j'étais vraiment le gamin qui débarquait, tu vois. Et quand j'ai débarqué, ça les a fait marrer d'ailleurs. Parce que moi, on devait prendre un texte, tu vois, Mhm. ou une fable ou un texte. Moi, j'avais pris Le Corbeau et le Renard. Qui est une Et fable de puis La j'arrive, Fontaine. ouais, voilà, et puis je la passe à la version de Funès-Bourvil, tu vois. Mhm. Ma biche, maître Corbeau, et puis, ah bah alors, et tout. Et, euh, et tout le monde était, tous les camarades, et puis la prof était mort de rire, et puis la prof m'a fait, non Marc, c'est pas ça. Enfin, repasse-moi, retravaille ton texte. Elle m'a donné la chance de revenir après le lendemain en me disant, fais-moi-le, mais voilà, sans imitation, toi, c'est toi qu'on veut voir. Mhm. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, du coup, j'étais obligé de tomber le masque, tu vois. Mhm. Et ben, j'ai commencé à passer mon audition comme ça. Et puis, j'ai pris goût au jeu. Et je me suis rendu compte en étant comédien, en voyant. Alors, j'ai la chance, si tu veux,
qu'un réalisateur qui s'appelait Philippe Carrez cherchait un premier rôle pour son téléfilm. Il cherchait un petit gars des cités. Il a fait passer une audition aux élèves du conservatoire. J'ai été pris. Alors que Wow. moi, je rentrais à peine, je rentrais en auditeur. Tu vois, je n'étais pas encore élève. Il y avait des élèves qui étaient là depuis plusieurs années. Et moi, je rentrais en tant qu'auditeur, c'est-à-dire que je pouvais assister aux cours et participer, mais je ne pouvais pas passer les concours. Et je Mhm. suis pris pour ce tournage. Wow. Et là, ça me plaît beaucoup, mais je ne veux pas lâcher le conservatoire aussi. Puis je faisais de la radio. Mais il y OK, un avait. gros horaire en partant, là. Ouais, mais en plus, c'était des techniques différentes. Tu vois, moi, quand j'étais en radio, moi, c'était. Tu étais là, tu avais tous les défauts des animateurs radio de faire salut, bonjour, bienvenue sur. Tu fais des trucs de la gorge, machin, comme ça. Alors qu'en fait, le conservatoire, c'est pas du tout ça. Il faut ouvrir, il y a une technique, une diction. Donc, ce qui est bien, c'est que je suis le mélange de tout ça. Et quand j'ai commencé, si tu veux, à faire les choses, je me suis dit au bout d'un moment que je voulais pas être dépendant que d'une chose, c'est-à-dire que je voulais pas attendre derrière mon téléphone parce que je voyais très bien la difficulté quand tu es pas dans des familles de cinéma déjà d'attendre le coup de fil téléphonique. Et donc j'avais envie de raconter mes propres histoires. Donc j'ai commencé un peu à écrire. Mhm. Et puis après, j'avais envie de raconter mes propres histoires, donc du coup, peut-être de les filmer, peut-être. Et ce goût est venu au fur et à mesure. Au départ, tu écris, puis tu dis, ah, peut-être c'est pas bien et tout, non, je le montre à personne. Puis tu avances, et puis tu t'améliores. Et voilà. Et puis après, je voulais plus dépendre justement du bon vouloir ou d'une famille dans laquelle tu Mhm. dois rentrer pour X ou Y raison. Moi, ça Pour être m'intéresse pas. accepté et Ouais, d'être accepté dans le moule et tout. Ouais, non, je peux très ouais, bien tu vois, comprendre. moi, je voulais être reconnu pour mon talent, mes capacités, ça plaît pas. Mais voilà, est-ce que je propose intérêt et pas. Et en fait, comme on est dans des métiers qui sont énormément des métiers de réseau, Mhm. moi, ça m'énervait de courber le dos et de devoir accepter ci ou ça. Et donc, par exemple, avec Véronique, on a monté notre compagnie théâtrale et on s'est dit, on va produire nos propres choses et on n'attendra personne. Et puis, on a commencé comme ça. Donc, j'ai écrit mes spectacles, on en a produit, j'ai écrit les courts-métrages, on les a produits, on les a autoproduits. Marre d'attendre, tu vois. Mhm. Mais envie de créer, beaucoup, une soif de créer. Donc, Parfait. Ben, tu as justement amené un très, très bon point parce que, comme on a mentionné tout à l'heure, tu as été auteur de pièces de théâtre et tu parlais tout à l'heure que tu sais, tu as fait, au début, tu as écrit tes propres pièces de théâtre et tu hésitais à les montrer, à les faire lire. Selon toi, qu'est-ce qui bloquait cet aspect-là de vouloir montrer ton œuvre? Est-ce que c'était une insécurité? Est-ce que c'était tout simplement un perfectionnement que tu voulais ajuster encore? ouais, alors ça c'est mon truc. Ouais, je suis assez perfectionniste et en fait, par exemple, tu vois, le court métrage, mon premier court métrage, avant de le faire, j'avais fait un essai de court métrage. Enfin, je devais faire un court métrage en fait, où c'était un truc avec des anges, le diable et tout ça, où il y avait beaucoup d'effets Mhm. spéciaux et où j'avais demandé à Albert Dupontel s'il acceptait, et je connaissais personne, hein, aucune prod, s'il acceptait de faire le rôle principal. Il m'avait dit oui. Alors que moi, j'étais dans une chambre de bonne à Paris, je galérais, j'avais juste passé mon texte comme ça, tu vois. Et Mhm. un producteur m'a dit, bah ouais, on va le produire si tu as du pourtant. En fait, le gars n'attendait que le CNC, et puis le truc, c'est pas fait. Donc, et quand j'ai rappelé Albert après pour lui dire, ouais, ça se fera pas, et tout me dire, il me dit, t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Moi, j'ai mis tout l'argent de mes one-man shows, je l'ai mis dans mes courts-métrages, pour les décors, pour tout. Donc, ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est, et tu y arriveras. Et donc, je me suis dit, quand ce truc est arrivé, oh là là, faut que je fasse quelque chose. J'ai une équipe dans les mains là qui est prête à faire. Et j'ai fait un essai de premier cours avec Tonya Kissinger qui s'appelait Une histoire d'amour. Et je l'ai jamais montré, par exemple, tu vois, Mhm. parce que j'ai sorti du matériel qui était à l'époque des caméras bêta et tout, de ce que je pouvais trouver. On l'a fait. Et je trouvais que, OK, je voulais savoir si j'arrivais à mettre en image ce que j'avais écrit, ce que je voulais raconter. J'ai vu que j'y arrivais, mais j'étais pas content de la qualité de mon image. On n'avait pas les moyens, les décors, c'était pas encore ça. Mais je voyais que j'arrivais à faire. Donc je me suis dit, OK, j'ai fait un test. La prochaine fois que je fais un court métrage, je le ferai avec. On ne doit pas regretter quand on fait quelque chose, puisqu'à partir du moment où on crée quelque chose, alors que ce soit une pièce, que ce soit un court métrage, que ce soit un film, moi mon exigence elle est là. Je ne veux pas dire ouais mais ça j'aurais pu, ça si j'avais eu les moyens ou ça. À partir du moment où il est fait, il est livré, pour moi la chose doit être en tout cas finalisée et parfaite
en l'état. Donc du coup, j'ai attendu longtemps avant de faire mon premier court-métrage, par exemple, et d'avoir exactement les moyens que je voulais pour le faire. C'était Suivez la flèche, on l'a fait en 2011. Voilà, pareil pour l'autre. Je fais toujours à hauteur des moyens que j'ai, le type de film, et sinon j'attends, et je suis très perfectionniste. Ouais, donc du coup, ma première pièce... et encore, elle est en évolution parce que la première, c'est Amour, gore et beauté. Et c'était un délire avec des effets spéciaux dans tous les sens. On est monté en puissance, pareil, avec des effets spéciaux. Au début, j'avais pas les moyens. Puis petit à petit, comme ça marchait bien, j'ai rajouté des moyens. J'avais un copain qui bossait en cinéma, Christophe Calcus, qui est excellent, qui m'a fait des effets en latex sur plein de trucs. On avait un comédien qui prenait feu devant tout le monde, enfin des trucs assez dingues. Wow! Ouais, tu vois. Et ce truc-là, je sais que je vais le remonter là parce que j'ai envie de passer encore une étape. On va le remonter en comédie musicale cette fois-ci. Oh, OK. Donc voilà, je pense. On souhaite bonne chance à l'acteur qui va passer au feu. Ouais. Mais c'était voilà, mais c'était un spectacle déjà qui marchait bien, qui était un peu le train fantôme pour les gens. L'histoire, c'était une troupe qui montait un soap, genre les feux de l'amour, dans un lieu maudit, et la malédiction du lieu ressurgit sur les personnages du soap et se mettent à jouer tout à fait autre chose que ce qui est prévu. Et en fait, dans la malédiction du lieu, il y a eu la première adaptation de Macbeth de Mhm. Shakespeare, hein, qui est pièce maudite. Oui. Et la première adaptation n'a jamais pu aller au bout. Donc la malédiction est encore dans le lieu. Et en fait, ils vont être prisonniers, ils peuvent pas descendre de scène. On ne sait pas ce qui se passe s'ils descendent parce qu'il y a un faisceau magnétique qui les empêche de descendre. Mhm. Et en fait, à un moment donné, il y a un assistant qui est assez casse-couille, que l'assistant de mon personnage, qui était le metteur en scène, pousse et fait traverser le faisceau magnétique. Il prend feu, il meurt, et quand il revient, il est Shakespeare qui a pris son corps et qui vient assister à la fin de Macbeth, mais seul le metteur en scène le voit. Donc c'était un truc qui était, si tu veux, à double lecture, à la fois d'un Mhm. côté le train fantôme pour les gens qui n'avaient pas les références shakespeariennes, et pour ceux qui avaient les références shakespeariennes et de Macbeth, c'était assez jubilatoire, parce que Mhm. par exemple, Duncan, le roi d'Écosse, qui est tué au début, nous, c'est un caniche royal qui se fait écraser juste devant le théâtre avant. Oui. Tu vois, voilà, c'était des. Donc il y avait double référence, c'était assez marrant, voilà. Mais je Ah, montre que les choses que quand je suis sûr de. Voilà, je ne veux pas regretter derrière. C'est-à-dire, quand c'est livré, c'est livré. Je veux dire, c'est tel que moi, je l'aime au mieux. ouais. Et donc, du coup, il est ouvert à la critique parce que, du coup, moi, je l'aime bien et ça me va, en tout cas. J'ai Oui. pas de regret dessus, tu vois. Ben, je pense que c'est important en tant qu'artiste d'être confiant du résultat parce que dès qu'un projet sort, c'est ta marque de commerce, c'est ce que les Oui, gens vont parler par la oui, suite. Si jamais tu arrives avec un projet que tu as fait comme, bah, ce sera ça, et, on dirait que les gens vont constamment en parler et c'est dingue à dire, mais j'ai l'impression que les auditeurs vont toujours focuser sur le négatif, les projets qui ont moins marché que plus que sur les positifs. C'est oui, plus oui. cette impression-là que j'ai, Alors là. après, moi, je suis par exemple, je suis toujours très respectueux d'une personne qui crée, Oui, oui, parce oui, ça, que il c'est une faut, personne qui absolument. a quand même franchi des étapes et tout. Tu vois, par exemple, j'aime pas ces émissions où tu as des présentateurs, par exemple, qui te présentent un bouquin où le mec a mis des années peut-être à l'écrire et il prend le bouquin et fait ouais, alors ça, je l'ai lu, hop, et puis il le jette. Ouais, ouais. Non, tu fais pas ça parce que déjà, il a plus de mérite que toi, il a fait quelque chose. Donc, pour moi, je respecte toujours les créateurs parce que voilà, ils ont fait les choses. Après, on peut toujours s'améliorer. Mhm. Et puis les avis des fois négatifs restent que l'avis d'une personne ou de Non, plusieurs, c'est ça. mais c'est pas non plus voilà une normalité, pas une généralité. Donc du coup, mais c'est vrai que par exemple, moi, tu vois, un premier court métrage, c'est comme un premier long. Moi là, je me bats pour essayer de monter mon premier long, mais enfin, quand tu fais un premier court métrage, par exemple il est représentatif de qui tu es en tant que réalisateur, je trouve. Ton premier cours, c'est ta carte d'identité en tant que réal. Ouais. Donc, c'est important de le soigner bien parce qu'il va te ressembler et que les gens ensuite, bah voilà, vont peut-être te cataloguer, te mettre dans une case. Alors, peut-être tu pourras en sortir ou pas, mais c'est important de défendre le premier cours qui te ressemble vraiment. Oui, ça, Pas c'est faire du absolument. commercial ou quelque chose où tu vois, où tu te dis. Par exemple, c'est pour ça que j'ai jamais fait, moi, des Nikon Film Festival, tu vois, en court-métrage, parce que je trouve que imposer à un artiste, ah bah t'as 2 minutes, tu fais un truc, etc., c'est déjà une contrainte. Un artiste, s'il veut raconter une histoire, il doit être libre, hein, de pouvoir la raconter en tant de minutes, en temps. Alors c'est un exercice de style, sauf que il y en a plein qui rentrent dans cet exercice-là et ça devient leur premier cours. Mhm. Mais c'est peut-être pas le premier cours qui leur ressemble. C'est un Ouais. premier cours sous contrainte avec une thématique et avec un temps donné. Ah, OK. Donc, Ouais. tu vois. Oui, oui, je comprends très bien.
Ah, ben, merci beaucoup en passant, Marc, pour ce partage-là. Je trouve ça très fantastique d'avoir justement ton vécu puis ton expérience par rapport à ça. Parlant d'expérience, on a parlé tout à l'heure que tu as fait partie d'un film québécois. Tu as fait partie de la distribution de Les Boys Les 2. Boys 2, ouais. Oui, un film qui a été réalisé par Louis Saya, Louis qui, Seya, ouais. pour les gens qui ne se rappellent pas, c'était une équipe de hockey qui se retrouvait en France pour un championnat. Ouais. Et comment c'était d'être dans le casting de ce film? Écoute, c'était assez irréel. OK. Parce que je me souviens, dans l'équipe française, il y avait aussi Daniel Russo. Et Daniel, c'était un copain. Puis on s'en était parlé une fois qu'on avait été appelé pour passer le casting, tu vois, et qu'on a été pris. On savait pas dans quoi on était. Nous, on se disait, ben, comme Louis en plus était super gentil, accessible, simple et tout, il se la racontait pas. Mais vous la racontez pas au Canada, au Québec. Enfin, je trouve que moi, ce que j'ai aimé chez vous, c'est que les gens sont simples, ils sont directs, ils sont francs, ils parlent avec le cœur. Oui. Et c'était ça, il y avait cette ambiance-là, moi, que j'ai adoré. Mais on savait pas où on était. On voyait pas l'énormité de la chose. L'énormité, on l'a compris quand on est arrivé déjà, par exemple. Ben, moi, quand je suis arrivé à Montréal avec mon passeport, et que tu arrives aux douanes et tout ça, qui regardent, qui font No way, les boys! Oh, mais qu'est-ce que vous faites dans les boys et tout, tu vois? Et tu fais What the fuck? Ouais, et donc tu vois que le truc il est énorme, tu vois. Oui. Et pareil, quand on a tourné, c'était une petite anecdote assez rigolote. On était à Chamonix, une Oui. partie. On dit pas Chamonix, on dit Chamonix en effet. Chamonix, ouais, ouais. C'est une Et référence au film Les Boys 2. oui, c'est ça. Et en fait, je sais que Daniel, lui, était persuadé que les gens le reconnaissaient dans la rue tout le temps, etc. Et, tout. Et un jour, on est dehors en train de tourner des scènes, et il y a l'équipe des Boys, et il y a des gens comme ça qui passent au loin et qui nous font des sourires et qui faisaient des petits coucous de loin. Donc Daniel, il est content, il fait là, alors que d'un coup, les mecs regardent l'équipe des Boys, ils font Hey, salut les Boys! C'est que, Chamonix, mais comme en fait, il y a beaucoup de hockey là-bas, tu vois, ils connaissaient les boys, évidemment, et toute l'équipe canadienne là-bas, c'était des vedettes, tu vois. Mhm. Donc, on voyait pas encore on était embarqué. C'est vrai que c'était assez énorme. Et le producteur nous avait dit d'ailleurs que le premier, les Américains avaient halluciné parce que quand ils ont vu les chiffres, les entrées que ça a fait, ils ont eu des coups de fil, des coups de prod qui fait What the fuck is les boys, tu vois? Qui Oui. regardaient les tableaux avec les trucs, avec les chiffres, ça dépassait plein de films américains, tu vois. Et aujourd'hui, on est rendu avec une pièce de théâtre de Les Boys pour le premier film. C'est maintenant C'est vrai. rendu en tournée à travers le Québec. Ah, mais je crois C'est qu'ils ont fait fantastique. pareil, ils ont fait série et tout. Enfin, il y a eu Oui, plein de dérivés exactement. des boys. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Il y a eu un En tout coup cas, de c'est une 3 ou super quelque chose. expérience et tout le monde était hyper adorable. Rock, l'aîné, tout ça. Enfin, moi, j'ai adoré. Toute l'équipe là était vraiment géniale. Ah, ben fantastique. Ben, je suis content de l'apprendre. On peut maintenant embarquer dans le vif du sujet après quoi? 10 minutes. Les gens qui attendent après du doublage. Quand est-ce qu'on va parler de doublage? C'est maintenant, les amis. On en parle. Marc, de ton côté, tu as débuté au niveau du doublage. Est-ce que tu te souviens du premier rôle que tu as fait au niveau de la VF? Ouais, c'était par ici, monsieur. Non, mais c'était des trucs, des mecs qui ouvraient des portes ou des machins. En fait, si tu veux, moi, j'ai eu cette chance. Quand j'étais dans le sud de la France, bah déjà, tu vois, j'ai travaillé pour perdre mon accent du sud, pour pas Mhm. être identifiable quand je montais à Paris pour passer les essais. Et j'avais tourné avec un comédien qui s'appelait Attends, attends, François attends, Lé. attends. Je veux juste vérifier. Vous tentiez de trafiquer votre accent pour être sûr de Ouais. ne pas de faire partie des auditions? Bah, tu veux-tu, c'est comme si j'arrive comme ça, si je parle comme ça, je vais pas être pris tout de suite, tu vois. Ah ben oui, j'avoue. Si on entend Ratchet commencer Non, à parler comme ça, c'est sûr et certain que on est moins sûr, là. Je peux comprendre, je peux comprendre. oh, mais, non, mais en fait, notre prof, et elle avait raison, notre prof de conservatoire, Irène Lamberton, nous Mhm. disait et c'est vrai que ce qui est débile, tu vois, parce que par exemple, dans une série policière, tu peux avoir un policier qui vient, qui a l'accent marseillais, qui parle comme ça. Et je veux dire, il est français, il parle français. Je veux dire, donc à Mhm. part s'il utilise des mots qui sont vraiment des mots de son jargon, etc. Moi que j'avais du truc marseillais, parce que par exemple, ma compagne est plutôt parisienne, et c'est Oui. vrai que les premiers temps où j'arrivais à Paris, je lui disais, tu vois, putain, il y a tarpin de voitures là-bas sur des trucs. Elle dit, il y a quoi?
Et Tarpin, non? OK, Et les Tarpin, c'était qu'il y avait expressions beaucoup, étaient. tu Ah vois, oui, oui. donc on a tous nos expressions, nos machins. Je disais, ah ok, ça c'est marseillais, d'accord, ok. Donc, et en fait, il nous avait Si vous appris à... aviez sorti avec une Québécoise, ça aurait été. Il y a un moton de char là-bas, là. Ça aurait Ah, été mais alors, tu carrément sais, ça. mais alors, le truc Ouais. qui avait été super drôle, c'est que moi, Véronique nous avait rejoint. Je fais une digression. Oui, oui. Nous avait rejoint à Chamonix. Il y avait Louis, il y avait tout le monde. Et en fait, tout le monde parlait très vite. Et puis très vite avec des expressions québécoises et tout, tu vois. Et Véronique était là à côté. Puis genre, Louis vient lui fait alors, Véronique, t'es bien content d'être là, tu vois, parce que tu vas aller faire le tournage avec les boys là. Et puis, brrr, ça part, tu vas être là avec nous, t'es content, tu vas être. Parce que les autres, sinon, elle est tabarnak, tu vois. Et elle est là, elle le regardait et fait, t'as rien compris à ce que je viens de dire là? Et elle lui fait, excuse-moi, non. Il fait, OK, ce que je disais, tu vois, c'est parce qu'en fait, là, tu vois, la première fois que c'est venu, là, tu vois, et puis ça part, bra, 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 et elle comprenait toujours pas la deuxième fois, c'était lente, elle savait pas quoi lui dire. C'était super drôle. Il y a des personnes Euh, qu'on a l'impression qu'il faudrait les mettre à la vitesse 0,25 parfois pour bien comprendre et bien analyser par le moment. truc, c'est que tout passe super bien, mais à partir du moment où tu mets une expression qui est vraiment de chez toi, qui est Oui, oui. locale, et qui est des trucs du quotidien, tu Oui, vois. oui, oui. Toi, quand tu es français, bon, déjà, que ça parle vite, ça va, à la limite. Si tu es latin, moi je suis plutôt type latin, quand ça d'origine espagnole, quand ça parle vite, ça me dérange pas. Mais d'un coup, Mhm. bim, tu as un truc, un mot, tu fais ah, c'est quoi ça? C'est comme moi, quand je te dis tarpin de trucs, tu vois, le mec, il fait tarpin. Et le temps que tu analyses le truc, le reste de la phrase continue, ça va très vite. Donc tu dis waouh, waouh, stop, 2 secondes, attends. Ça, c'est un truc que je dois vraiment faire attention lorsque je rencontre des invités européens. Je dois faire attention à la diction de ne pas embarquer sur. Ça, c'est mon passage à la radio de mon côté. Je dois m'assurer que mon dialecte soit quand même très. Oui, puis Euh, alors tu vois, et il y a un truc qui est fou parce qu'on en parlait de ça, et c'est vrai, les Québécois parlent mieux français que les Français. Parce que, en fait, vous allez chercher dans les origines de la langue française à la base, vraiment, et il y a des mots qu'on n'utilise plus, nous, mhm. et qui, du coup, sont. Alors, du coup, c'est très élégant dans la façon de parler et tout, mais nous, on l'utilise plus. À contrario, vous avez des mots anglais qui viennent de la culture américaine, que vous Oui, mettez à des moments donnés dans le truc. Ça peut être déroutant pour une personne qui est pas. Alors, quand tu es bilingue ou trilingue, ça va, tu passes et tu mixes les trucs, tu vois, c'est oui. pas gênant du tout. Mais une personne purement qui va dire le français, tu vois, du terroir, il t'entend parler super vite, il va rien comprendre. Mais c'est rigolo, moi je trouve ça super. Et puis c'est bien de défendre les cultures des uns des autres. Oui, Je trouve oui, ça oui, plutôt ça. exactement. Puis, pour terminer cette parenthèse-là, c'est simplement de. Je pense que on a tous les deux, on a notre façon de traiter le français et on a nos propres anglicismes. Oui, C'est-à-dire que, tu sais, souvent, il y a des Québécois qui vont dire, ah ben, les Français, ils ont beaucoup de termes anglais, mais je crois qu'en tant que Québécois, on n'est pas mieux. On a aussi nos propres termes anglophones. C'est simplement qu'on n'a et pas sauf que les vous les mêmes, dites, tout c'est là où on simplement. repère quand c'est les Québécois, parce qu'en fait, vous le dites beaucoup mieux en américain, vous parlez beaucoup mieux américain que les Français, Voilà, ou anglais peut-être que les parce qu'on est Français. plus proche, tout simplement, là. Ouais, et du coup, tu vois, de parking, tu dis the parking. Ben, Ouais, vraiment, tu voilà. vois, là, alors, nous, on dit un parking, qui est devenu en plus, qui est un mot français maintenant, le parking, tu Mhm. vois, on le dit aussi en parking. Mais nous, Ouais. on dit un parking, enfin, c'est plutôt, vous, ce parking. I got park there. Tu Fait que, vois, on revient, on bon, ferme on la revient au truc. parenthèse. Donc, en fait, Le François premier. m'avait dit, tu vois, au niveau des accents, donc enfin, ma prof m'avait dit de perdre mon accent. Et quand j'ai tourné avec François, c'était sur un film sur la vie de Joseph Conrad, le Raja des Mhm. mers. Et il m'a dit, mais t'es vachement bien, ton comédien, mais toi, t'es du Sud. J'ai dit, ouais, mais t'as pas d'accent. Je dis, bah non. Il m'a dit, bah écoute, moi, je fais beaucoup de doublage. Et lui, il était la voix, je crois, d'Albator et de plein de dessins animés, tu vois, et Mhm. de plein de choses. Il avait bossé avec De Funès et tout. Et il m'a dit, écoute, Wow. quand tu montes à Paris, je te donne mon numéro de téléphone et si tu veux assister à des plateaux. Et en fait, ça marchait comme ça, le doublage à l'époque. C'est-à-dire Mhm. que les gens adoubaient un peu des comédiens ou les comédiennes avec qui ils avaient travaillé, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Il n'y avait pas de stage, il n'y avait pas de. Par contre, c'était très ouvert. Tu pouvais assister Mhm. au plateau, mais tu pouvais assister quand tu étais. Ils avaient jugé que tu étais déjà bon comédien parce que, et ils avaient raison totalement, Mhm. la technique du doublage c'est quelque chose à part. Et c'est une technique à maîtriser. Et avant de la maîtriser, il faut déjà être bon acteur, bon comédien, pour pouvoir rentrer dans la respiration de quelqu'un d'autre. Donc, du coup, ils ne laissaient passer que les acteurs et les actrices, tu vois, avec qui ils avaient déjà travaillé, qui sentaient qu'ils étaient capables de s'adapter à cette technique-là. Et donc, moi, j'ai commencé comme ça. Et puis, on m'a filé, donc, des récurrences sur Beverly Hills.
à la série où je faisais le petit ami d'une des récurrentes. Ça a commencé comme ça. Et puis après, petit à petit, bah, les gens, bah, tu les côtoies, ils commencent à identifier ta voix, ils voient si tu es original ou pas, si tu arrives à bouger sur des dessins animés, des choses comme ça. Donc petit à petit, moi, je commence à rentrer un peu dans tous les univers. Mais j'ai toujours fait attention, tu vois, moi, quand je suis rentré en doublage, à ne pas. Je me suis dit, bah, moi, je monte à Paris, mais enfin, je viens à Paris pour être acteur. Moi, je veux être pas dans l'ombre, je veux être enfin, dans la Mhm. lumière, pas trop non plus, parce que je veux Mhm. garder ma liberté. Ouais. Mais j'ai envie de réaliser, j'ai envie de jouer, je veux pas m'enfermer dans un studio. Pour moi, c'était plutôt le doublage, un truc que tu fais sur la fin de ta carrière. Mhm. Et en fait, c'est une erreur, parce que bah déjà, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir qu'on peut mettre beaucoup de vie à l'intérieur et qu'en fait, quand tu doubles quelqu'un, c'est un très bon training parce que tu rentres dans la respiration de quelqu'un d'autre. Donc, au lieu de faire des stages d'acting, par exemple, rentrer dans la respiration de quelqu'un qui n'a pas la même respiration que toi te force à passer par un cheminement et te fait réfléchir justement à ce cheminement en disant, bah oui, mais en fait, je peux prendre des pauses là avant de jouer. Là, j'aurais pu le jouer comme ça. Là, j'aurais pu. Donc, c'est très enrichissant. Et en fait, la personne à l'image, l'acteur original, t'apporte autant que tu lui donnes. Oui. Parce qu'en fait, le doublage, c'est un don de soi, puisqu'on est dans l'ombre. Mhm. Et avant, ça n'a jamais été. Moi, je l'acceptais bien comme ça. D'ailleurs, j'ai toujours été surpris que les gens popularisent à ce point le doublage. Tant mieux hein, pour les gens de l'ombre. Même pour moi, on était dans l'ombre. On a choisi d'être dans l'ombre pour être au service de quelqu'un. Moi, j'ai jamais cherché à être la voix de quelqu'un pour être une star de la voix. Non, non, non. Donc, tu vois, et d'ailleurs, j'aime bien, et ce qui peut être du coup chiant pour moi, c'est comme je suis assez caméléon, par exemple, je bouge beaucoup dans ma voix, bah, je me fonds dans les personnages, mais certains des directeurs artistiques, par exemple, n'arrivent pas à m'identifier vraiment. Oui, ben, Euh, j'ai justement vu dans votre voxographie que vous aviez beaucoup d'acteurs auxquels vous personnifiez et il n'y a pas nécessairement un qui empiète plus qu'un autre. C'est vraiment très équilibré et je trouve que c'est une force chez vous parce que en plus de vous amener du travail, eh bien, ça vous permet aussi d'accentuer votre éventail de talents par rapport à ça. alors oui, mais sauf, tu vois, par exemple, une personne, si tu écoutes, par exemple, si tu prends la voix de Dexter, par exemple, dans le laboratoire de Dexter, qui est comme ça aigu, les gens OK, OK, oh, attends. mais les gens vont pas penser, tu vois, les gens vont pas penser à moi tout de suite quand ils me voient et qu'ils m'écoutent. Si je te fais une petite voix d'une crevette, par exemple, comme ça, ils pensent pas obligatoirement que je peux bouger comme ça. Et qu'à côté, je peux doubler Gérard Butler, qui est plutôt dans les graves et dans les trucs comme ça, ou James Nesbitt, qui est aussi dans les graves et dans les, tu vois. Donc, moi, c'est super parce que je navigue dans ça. Oui. Mais ensuite, il faut que les personnes qui me connaissent, mais il y en a quelques-uns, heureusement, et ça me fait plaisir, ne me mettent pas dans une case, justement, et je peux doubler autant des vieux que des jeunes, que des dessins animés déjantés, que des trucs calmes, tu vois. Et ça, c'est super. OK, parfait. Ben là, justement, vous avez parlé de quelques voix que vous avez fait. Là, on a parlé de Dexter, du laboratoire de Dexter. Vous avez fait aussi le marsupilami. Là, je parle vraiment de ceux des voix. Ouais, et voilà. Fait que des voix qui ont traversé vers le Québec. Vous avez fait le Joker pour des films comme Killing Joke, Batman et les Sorciers. Exactement, Luc. Oh, oh my God. Là, je vais falloir que je change de pantalon tout à l'heure. Et moi, justement, tout à l'heure, ben, tout à l'heure, comme si j'avais fini ce jeu-là il y a récemment, mais il n'y a pas longtemps, j'ai terminé Witcher 3 et vous avez fait de la voix de Jasquier, le Alors oui, mage. c'était rigolo dans le jeu, dans le premier jeu, ouais, dans The Witcher, ouais. Oui, c'était pas le 3, c'était le Non, c'est pas le premier. 3, c'est le premier en fait, et qui OK, était dirigé parfait. d'ailleurs par Véronique Picciotto à l'époque et qui avait fait la. Ben, on s'en imaginait pas, ben, c'était les premiers jeux, c'était le premier jeu qui était sur PC avant qu'il passe sur les consoles et après ça a éclaté sur les consoles, c'était une Mhm. dinguerie. Ouais. OK, parfait. Et vous avez fait aussi la voix de Ratchet et Clank. Et Exactement, exactement, Clank, on est prêt à monter dans le vaisseau et se téléporter. ben Ça justement, c'était. on a eu la chance dans la saison 1 de Luduc versus le doublage de rencontrer Martial Luminou. C'est comment de Ouais. travailler avec lui? Bah, Martial, en fait, au début, ouais, c'était assez sympa. Moi, ce que j'aimais bien au début, si tu veux, après, ça a changé. Enfin, moi, j'ai été changé parce qu'en fait, la boîte dans laquelle on bossait, était pas très, très clean et je me Ah, suis un d'accord. petit peu pris le bec avec la personne. Et comme je peux pas travailler avec les gens qui sont malhonnêtes, moi, je lui ai dit qu'il était malhonnête et il a pas apprécié. Donc, il m'a dit, tu comprendras qu'on ne pourra pas continuer ensemble. J'ai dit, mais tu comprendras que c'est moi qui me barre.
et que du coup je suis parti, tu vois. Mais j'avais beaucoup de plaisir et ça se passait très très bien. D'autant que, si tu veux, les premiers Ratchet et Clank, je ne vais pas nous envoyer des fleurs, mais on les a vraiment améliorés. C'est-à-dire qu'on Oui. avait la chance de pouvoir demander d'avoir l'image. Moi, je voulais avoir l'image parce que je voulais, si je voyais qu'il y en avait un qui se penchait et qu'il y avait un truc rigolo en disant, ah ben dis donc, on dirait un plombier portugais, ou des conneries comme ça, et rajouter des trucs, moi, ça m'amusait. Et je savais que ce serait. Je pensais aux gamers derrière. Moi, je me faisais autant plaisir que je me disais, si je m'éclate et que ça me fait vraiment marrer, cette connerie, ça les fera marrer aussi. Donc, du coup, on a eu cette liberté de pouvoir vraiment rajouter des choses. Et Martial, il n'arrivait pas à me tenir. Parce que, si tu veux, on y allait, quoi. Et puis, moi, dès qu'on se marrait, il me disait, oh, peut-être qu'il faut censurer. Non, non, vas-y, laisse-le, je te jure. Ça, c'est super drôle, ils vont adorer. Et donc, du coup, bah voilà, on était assez complices sur le truc et on en a fait quelques-uns comme ça. Et le truc, après, plus ça a évolué, si tu veux, au lieu de nous donner la liberté de pouvoir continuer à créer, puisque c'est ce qui faisait le succès de la licence, bah, par exemple, on n'avait plus l'image, ils nous envoyaient, on n'avait que les textes. Les textes, en plus, ils étaient mal traduits par des personnes. Tu Ah, étais obligé, toi, de repasser derrière, à rechanger à chaque fois les trucs. Au bout d'un moment, tu en avais marre. Enfin, c'était, tu vois, voilà, malheureusement, ça a été la renommée de la licence a pas fait qu'on a travaillé d'une manière plus confortable, malheureusement. mhm. Mais c'était très sympa. Ouais. OK, parfait. Et je sais que vous avez fait la direction artistique d'un tas de projets. Là, on a parlé de Ratchet Clank. Vous avez fait aussi plusieurs films d'animation de Batman. J'ai deux questions Oui. qui me viennent en tête parce que là, je comprends que vous êtes un geek assumé parce que vous pensez aux joueurs de jeux vidéo et vous êtes un fan de comics. Est-ce qu'il y a un peu de votre passion lorsque vous faites la direction artistique? Est-ce que le jeune Marc 16, étant petit, serait fier du résultat que le plus vieux Marc 16 a donné dans les projets qu'il aurait aimé étant petit. Écoute, moi j'ai toujours dit quand j'ai fait ce métier que le jour où j'aurai plus de passion, je passerai à autre chose. Je ferai autre Mhm, chose qui me passionne. mhm, Parce que c'est la passion qui fait avancer tout le monde. Et que dans ces métiers qui sont des métiers artistiques, si on peut pas mettre le petit plus, si on peut pas apporter bah, je sais pas, faut faire autre chose, quoi. Parce que, enfin, moi, j'essaie toujours de viser l'excellence et je suis assez chiant pour ça parce que vraiment très pointu. Et oui, par exemple, les Batman, quand je m'en occupais, j'étais assez content, moi, de les avoir dirigés et des VF qu'on a sortis à ce moment-là. Si ça n'a pas continué, c'est pour des raisons politiques derrière. mhm. Et en fait, de gens qui veulent être calife à la place du calife. Et moi, si c'est pour se tirer dans les pattes les uns les autres, pour essayer de récupérer les trucs et tout, moi, ça m'intéresse pas. Je suis pas sur c'est pas mes valeurs. Non, 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 je Donc, comprends très bien. tu vois, du coup, il y a eu, et à l'époque, il y a eu, tu vois, moi, on avait changé les voix sur Batman et tout. Il y a eu des polémiques sur ça, à des moments donnés, des gens ont critiqué et tout. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe off record. Ils ne Mhm. savent pas que, par exemple, à l'époque, tu vois, la Warner voulait virer toutes les voix françaises, par exemple, des Batman. Ils voulaient refaire un truc à zéro avec des nouvelles voix. Wow. Parce qu'ils en avaient marre que bah, la boîte qui faisait au départ les premiers Batman, les gens s'auto-castaient et il se filait plein de trucs, tu vois, il se filait plein de super-héros, plein de super méchants. Et on s'était mis d'accord pour dire, bah nous, on va faire une fois un méchant, une fois un héros. Et une fois qu'on aura casté bah, toute la place de Paris, peut-être qu'on fera des doublons. Et on était parti sur ça. Mhm. Et donc, et quand ils ont voulu changer les trucs, ils trouvaient plus judicieux à l'époque, par exemple, de mettre sur la voie de Batman, enfin Adrien, de le mettre sur la voie de Superman parce il doublait Henri Cavill dans les films. Et Oui. pour eux, d'avoir un Superman qui était aussi Superman dans les dessins animés, donc ils ont suggéré qu'il y ait un switch entre les deux personnages. Moi, que je trouvais assez judicieux parce que je trouvais que Adrien avait une voix élégante et qui correspondait beaucoup plus au Superman quand tu connais les bandes dessinées et que voilà, et que tu es vraiment passionné. Moi, je connaissais vraiment par cœur. Et puis Oui. Batman, tu vois, Batman, il va à la cave, quoi. C'est-à-dire qu'il a zéro humour, il est dark, putain, on a buté Et ses sa parents. voix Enfin, française est fantastique. Je trouve tu qu'il y a, vois, il y a un tonus à l'intérieur, il y a un côté grave qui ouais, 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 percute. ouais. Et j'avais mis, moi, quand j'avais des trucs, justement, j'avais mis Emmanuel Jacques, est juste parfait dessus, tu vois.
Il était bien, bien sombre et tout ça. Donc bon, voilà. Mais et moi, ouais, de Killing, Batman Ninja, j'aime beaucoup aussi. Ouais, tous ceux que j'ai fait là, oui, bon, je les ai fait avec passion, je me suis éclaté. De toute façon, moi, quand je prends un projet, je dis toujours aux chargés de prod ou aux boîtes, écoutez, moi, je préfère travailler moins mais avoir des projets qui me correspondent et que je vais pouvoir valoriser parce que je vais y aller à fond, je vais mettre toute ma passion dedans. Donc, me donnez pas du travail pour me donner du travail, parce que j'ai aussi envie de me consacrer à faire de la création à côté et tout. Mais en doublage, je veux bien prendre des projets qui me ressemblent. C'est pour ça que je fais, par exemple, la direction artistique de Star Trek Strange New Worlds, parce que j'aimais bien les univers de Star Trek, qui le savaient. J'ai fait ça. C'est pour ça qu'à l'époque, Fred Taïeb m'avait donné dans les Marvel Luke Cage. Et Luke Cage, j'ai Oui, que fait vous avez fait la première saison, je crois, seulement. Bah, il y a eu 2 saisons de Luke Cage, j'ai fait les deux en directeur artistique et adaptateur, Ah, tu d'accord, vois, d'accord. par exemple. Voilà. Et Squid Game, c'est arrivé aussi comme ça, c'est-à-dire que Squid Game, on m'a proposé, c'est Sylve Soulier, qui était une chargée de prod, avec qui je m'entendais très bien, qui venait du cinéma, elle était chargée de prod dans le ciné pour les films. Elle est arrivée dans le milieu du doublage et elle avait la même passion que j'avais moi. On s'entend très très bien, on s'entend toujours très bien avec Sylve. Et elle m'a proposé 3 séries. Elle m'a dit, écoute, voilà, tu as une série policière, une série sur les zombies. Alors, j'adore les univers de zombies, moi. Mhm. Et il y a celle-là. Elle me dit, je sais pas, c'est bizarre, c'est un peu. Enfin, tu verras. Dis-moi ce qui t'intéresse. Et j'ai regardé les premiers épisodes et je lui dis, non, mais je veux ça. Elle me dit, mais t'es sûr, c'est bizarre. Je dis, non, mais t'es folle, quoi. Je dis, ce truc, ça va être le Casa des Papels coréens. Ce Ouais. truc-là, ça va cartonner. C'est hyper original. C'est leur culture avec un fond social qui est hyper puissant. Moi, j'ai regardé, je trouvais que pour moi, c'était j'ai dit, c'est le Casa des Papels coréen. Et je savais que ça allait cartonner. Oui. Et je lui ai dit, écoute, bah, je veux faire celle-là. Et du coup, bah, voilà, elle m'a confié cette série. Et au départ, on devait en plus la coécrire avec un autre auteur, et l'autre auteur nous lâche parce qu'il avait pris un autre projet et tout. Et je me suis retrouvé finalement à avoir le bébé dans les mains et du coup à l'adapter et le diriger. Et, euh, et ça a été un bonheur total, quoi. Ben, et surtout un grand succès, parce qu'à la base, la Ouais. série était supposée être une seule saison, de ce que j'ai pu comprendre avec l'entrevue avec Oui. l'auteur de la série. Donc, d'arriver avec une troisième saison et même peut-être des potentiels spin-off qui s'en viennent, c'est quand même un très beau cadeau, un très beau... Ah, c'est euh, super, mais j'ai le. Alors, ouais, c'est rigolo. Je peux me vanter d'avoir eu les 2 séries qui ont cassé Netflix. OK, Euh, lesquels? C'était bah, laquelle, la eh ben, seconde? alors, Luke Cage avait planté Netflix à la diffusion et il y avait tellement de gens qui s'étaient connectés ils avaient le serveur breakdown total et en fait, c'est rigolo, ils sont très bons Netflix en communication. Et ils avaient communiqué sur ça en mettant genre, ils tapaient comme ça et t'avais Netflix qui se fissurait. Ils avaient mis Cage casse Netflix. Et je sais que la troisième saison de Squid Game a pété les serveurs de Netflix aussi, tellement il y a eu de connexion sur le premier épisode dès que c'est sorti, là, tu vois. Bon, parfait. Ah, wow, c'est très, très drôle. Écoutez, là, je vais parler d'une anecdote qu'on a, que vous avez peut-être entendue à la maison, parce que si jamais il y a un autre show qui existe sur le web qui s'appelle le Stream VF, que je vous Oui. invite à aller voir. Et Marc, tu as fait partie des invités. J'avais déjà préparé la question et finalement, je suis tombé sur l'extrait ce matin. J'ai fait non, mon scoop! Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Juste pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode en question, j'ai ouï dire que vous avez, que lors de la préparation du doublage, vous aviez doublé certaines chansons qui apparaissaient dans Squid Ah, Game. oui, bah notamment là, oui, elle était prête. Normalement, la chanson du petit manège était prête. Et donc, ça a été une décision. Moi, quand je suis directeur artistique et auteur, je suis un exécutant, donc je me plie un peu à ce qu'on me demande de faire. Mais moi, Mhm. j'ai beaucoup insisté pour leur dire qu'il fallait sortir cette chanson en français parce que c'était très attendu par les gens et que je savais que ça allait devenir viral, celle du petit manège. Sinon, par exemple, je l'aurais appelé le carrousel, puisque c'est un carrousel. Si Oui. je l'appelais par le petit manège, c'était pour avoir le nombre de pieds dans mes paroles de chansons.
Pour que ça Euh, puisse bien oui, que ça correspondre colle. avec Et en le fait, si tu rythme. veux, le truc, c'est que, bon, bah, c'est comme ça. Moi, je suis un exécutant, on me dit de faire, mais j'ai insisté, je leur ai dit, en plus, ce qui est bien, c'est que si vraiment on prend mes paroles de chanson, c'est une chanson aussi d'espoir, d'entraide, de solidarité. Elle va plus loin que la traduction originale. La traduction originale, qui est dans la version sous-titrée, c'est prends-toi par la main, chante et danse, quoi. Tu vois, c'est tout, il n'y a que ça. Mhm. C'est tiré d'une comptine enfantine. Je crois que c'est un truc qu'il y avait eu sur un plateau télé coréen où tu avais plein d'enfants qui chantaient ce truc-là. Moi, quand je l'ai entendu la première fois, je me suis dit, ce truc-là, ça va devenir viral comme Small World à Disneyland, quoi. Tu vois, c'est Ouais. un truc qui te reste dans la tête, tu n'arrives pas à te l'enlever. Donc, autant mettre des paroles sympas. Et j'ai demandé à ce qu'on fasse ce qu'on appelle, tu vois, quand tu regardes alors, tu regardes en version originale sous-titrée, tu as les sous-titres. Quand tu regardes en français, si d'un coup quelque chose est sous-titré, ça s'appelle des force narratives. Mhm. C'est-à-dire, c'est par exemple, tu as un truc inscrit en haut d'une porte, mais dans une langue étrangère. Et ben du coup, même si c'est en français et que la personne ne va pas lire le truc, eh ben, on met le sous-titre à ce moment-là. Donc moi, j'avais demandé à ce qu'on mette les forces narratives quand la chanson arriverait, mais avec mes paroles, pas avec les paroles du sous-titreur, parce que du coup, ce serait pas en rythme, et que je voulais que les gens reprennent ça comme on reprendrait un karaoké, Mhm. et que autant les gamins puissent le chanter sans avoir vu la série, et que les paroles leur parlent, et que pour les gens de la série, ça leur parle aussi. Du coup, j'avais trouvé une double lecture avec des appuis sur la terminologie en jeu. Mhm. Je peux te la faire, là, vous pourrez la chanter chez vous, Ah, ben oui. OK, tu ben veux. écoute, on y va Alors ça fait, directement. normalement, ça fait tourne tourne petit manège, ding ding dong, le carillon résonnera. Pour Wow. te sortir des pièges, il faut être stratège et t'entourer d'amis qui compteront pour toi. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Le monde est un manège, tourne avec moi. Et alors la vie te sourira. Ça, c'est le premier couplet. Deuxième. Wow. Tourne petit manège, ding ding dong, chante ce petit air en toi. Saute sur tes arpèges et les soucis s'allègent. Danse avec tous ceux qui t'aiment autour de toi. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Le monde est un manège, tourne avec moi. Et alors la vie te sourira. Wow. Et OK, en ça veut boucle. dire que tout avait été déjà écrit et il restait juste à l'enregistrer tout Ouais. simplement, là. Ben, on était parti pour. J'avais choisi les comédiennes pour la chanter. Voilà. Alors je bataille toujours, mais je ne sais pas qui sont les ayants droit. Parce que moi j'ai évidemment mes paroles sont déposées puisque je les avais créées et que je pensais qu'on allait le sortir. Mais moi j'aurais bien aimé la sortir cette chanson et faire notre version en français. Pour rendre Alors, je pense qu'il y a une volonté peut-être de Netflix aurait de dire les gens vont se mettre au coréen et vont la chanter en coréen, mais Mhm. ça nous parle pas pareil. Et puis nous, tu vois, moi, dans les paroles que j'amenais là, on avait un double sens qui était intéressant. Ben, Euh, aussitôt, une signification, parce que c'est pour les gens qui ont déjà écouté Squid Game, c'est un genre de test où l'on doit essayer de se dépêcher à entrer dans des pièces pour oui, survivre tout simplement. Il faut qu'on soit le bon nombre. Et oui, puis il là, faut il y a être il y a des solidaire. Enfin, tu vois, séparations moi, qui sont faites. voilà, moi, les paroles, ce qui m'intéressait, c'était de traiter de. Si tu la prends à part, si tu prends ces paroles à part, tu vois, bon, ben, pour te sortir des pièges, il faut être stratège et t'entourer d'amis qui compteront pour toi. C'est important, c'est des valeurs de solidarité. Oui. Saute sur tes arpèges, on fait de la musique, Mhm. et les soucis s'allègent, danse avec tous ceux qui t'aiment autour de toi. C'était des valeurs positives que je trouvais. Et en fait, on n'a pas fait ça. Et c'est devenu viral par des bêtises d'hallucination auditive. Ouais, à cause qu'il y a certains qui Genre, entendent de coucou les coucou les Congolais, tu Congolais, vois, ouais. des conneries comme ça, avec des paroles de n'importe quoi. Et c'est dommage parce que moi, je trouve que il faut faire confiance aux créatifs. Mhm. Je ne suis pas le réalisateur de Squid Game, mais je suis réalisateur aussi. Je suis dans la musique aussi, je sais écrire des paroles. Quand j'ai vu le projet, moi je suis là pour améliorer le projet formidable que ce réalisateur a fait. Je ne suis pas là pour me l'approprier, je ne suis pas là pour le salir, je suis là pour essayer d'optimiser. Et donc, quand j'entends quelque chose, j'essaie de l'optimiser pour le territoire
français et ailleurs, tous les gens qui parlent la langue française. Tu vois, donc que ce soit Belgique, Luxembourg, Québec. Tu vois, moi l'idée, c'était que ça devienne, ça nous parle à nous. Mhm. Et que ce soit du coup notre version à nous, de son travail à lui, tout en le respectant. Et bon, ben voilà, malheureusement, peut-être la peur, la crainte de certains, je sais pas, le manque de le mauvais jugement. Mais je me suis battu, tu vois, j'ai pas pu me battre sur ça. Je me suis battu sur plein de choses. Par exemple, le maître du jeu, normalement, aurait dû s'appeler Leader One. OK. Leader One, et moi je leur ai dit, normalement, on a des documents qu'on ne doit pas toucher parce que c'est mondialisé. Le titre va être comme ça. Et moi, je leur ai dit non, c'est de la connerie. Sur 1, 2, 3 soleil, c'était red light, green light. Et je leur ai dit non, ça c'est américain. Nous on n'a pas joué à ça. Nous, on a joué 1, 2, 3 soleil chez nous, en Mhm. tout cas en France. Et donc, du coup, je me suis battu. Alors, ils m'ont fait, ah, il faut pas recommencer, hein, parce qu'il faut pas changer les choses. Mais ok, d'accord. Tu vois et du coup, ils ont gardé mes propositions. Je me bats à chaque fois quand je pense que c'est optimum pour nous, pour chez nous. Mais ça On doit fait de être épuisant d'essayer Oui, de toujours oui, tenter de justifier son point oui, pour oui, le bien oui. d'une série. Oui, puis surtout, moi, ce que je leur dis, à ce moment-là, me prenez pas. C'est-à-dire, c'est comme quand on prend un entraîneur de foot. Il y a un entraîneur qui entraîne une équipe. Si on se met tous à vouloir entraîner l'équipe, ça devient la chienlit, c'est n'importe quoi, tu vois. Donc, si vous me faites confiance, faites-moi confiance. Si après, vous n'aimez pas le travail, en l'occurrence, là, la saison 1 avait cartonné. Donc, tu as envie de dire, putain, mais faites-moi confiance. Je vous jure, ça va fonctionner comme ça. Et non, les décisions des uns des autres, tu vois, voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on était, je crois que c'était à 50-50 de si on l'enregistrait ou si on la sous-titrait dans tous les pays du monde. Et moi, je leur dis, bah, justement, faisons-la. Et ben non, on va vers ce qui est du coup peut-être le moins cher, le plus facile, c'était de mettre des sous-titres. C'est dommage. Du coup, je pense qu'ils sont revenus sur leurs erreurs, puisqu'on a pu enregistrer une des chansons de la saison 3 du Sous à la corde. Mhm. Euh, Tu vois, ça fait Vous êtes prêts parce qu'on va jouer au saut à la C'est corde, vrai, j'avais carrément Toto oublié cette pour chanson-là. gagner. OK. Et oui, Ah, wow! OK, au moins vous avez gagné cette guerre-là. Fait que oui, félicitations là-dessus. Ah, c'est oui, mais sinon fantastique. ça restait en coréen, ça nous parlait pas. Enfin, c'est dommage. Tu vois, c'est rigolo d'avoir des trucs qui nous sont propres et que à la limite les gamins vont reprendre dans la rue s'ils vont sauter à la corde. En même temps, voulez-vous vraiment que des enfants de la Non, rue comme... saute dans le vide, non. Non, mais tu sais très bien que ça a été, ce truc-là est dingue parce que je sais pas qui sont les parents qui ont laissé. Mais maintenant, avec l'Internet, les téléphones et tout, les Ouais. gamins, ils ont accès à tout, ils savent. Et je veux dire, quand ce truc est tellement devenu viral, les gamins, même qui n'avaient pas l'âge, savaient de quoi parler Squid Game. Et ils jouaient à 1, 2, 3 soleils dans la cour de trucs, mais en jouant à s'éliminer. Alors qu'en 2, 3 Mhm. soleils, enfin, tu vois, on y jouait avant sans le côté violent. Ça veut dire qu'ils ont été influencés par ça. Donc, si on pouvait, nous, quand on faisait la version française, influencer positivement, et pas d'une manière, tu vois, si quelque chose doit s'échapper de la série sans qu'ils aient vu les images, autant que ce soit intelligent et culturel et que ça se, tu vois, et que Mhm. ça les pousse vers le haut et pas vers le bas avec coucou les Non, Congolais non, c'est qui sûr. devient un truc en plus raciste, stupide. Oui. Mais les Congolais ont bien repris le truc en les disant ouais coucou on est là. Ça nous fait... Ils ont raison, mais c'est stupide quoi. Enfin tu vois, je trouve ça con quoi. Non, non, Et les exactement. gens derrière, comme ils n'avaient pas les paroles, ce qui est stupide, c'est que les gens n'ayant pas les paroles dans les bons rythmes pour la chanter, sont allés prendre les paroles du sous-titre et à essayer de chanter sur la musique. Ça marche pas. Mhm. Ça marche pas parce que ça n'a pas été réfléchi pour, ça n'a pas été fait avec le bon nombre de pieds, ça a pas été, il n'y a pas de rythmique, il y a pas de, tu vois, voilà. Et tu vois, va leur expliquer aux Coréens que c'est plus intelligent. Évidemment, la VO, c'est la VO, mais je pense que sur certaines adaptations, on peut dépasser la VO, en tout cas sur nos territoires, pour que ça nous parle plus, Oui. avec des choses à nous. Moi, je sais qu'on, c'est pas, je vais pas me jeter des fleurs, mais je sais qu'on est mieux avec mes paroles, puisqu'il y a le double sens de la terminologie en jeu, et que ça joue sur les jeux. Jouer, tu vois, manège jeu, stratège jeu, arpège jeu. Mhm. Et donc, du coup, c'est une petite finesse de notre langue que malheureusement, ils n'ont pas dans la leur, ils en ont plein d'autres. Ouais. Mais celle-là, elle nous correspond. C'est pour ça que ça s'appelle une adaptation. Et moi, c'est pour ça que je me bats quand je fais des adaptations. Tu vois, un autre exemple qui normalement n'existe pas si on fait de la traduction littérale. Moi, je me bats contre ça parce que sinon,
l'IA gagne. Et sinon, la médiocrité gagne. Et sinon, n'importe qui prend un texte, le met dans un traducteur qui est assez évolué maintenant, et ressort avec une traduction à peu près correcte. Mhm. Mais c'est pas ça qui est intéressant quand on fait une adaptation. Non. Tu prends par exemple Batman Ninja que j'ai adapté, dans lequel je faisais le Joker. À un moment donné, le Joker balance une étoile sur la Batmobile qui avance et l'étoile devient de plus en plus grosse et va taper la Batmobile. Normalement, dans l'original, il y a juste un et il balance un truc. Mais Mhm. comme on le voit pas, moi en adaptation, je me suis amusé et j'ai rajouté c'est pas Yes Weekend, c'est Shuriken. Tu vois? Voilà, tu vois, ça te fait rire. Mais moi, ça m'a éclaté quand j'ai trouvé ça. Et je me suis dit, ben ouais, je joue sur le côté, bah, une étoile de ninja, ça s'appelle un shuriken. Oui, Bah, on connaît Obama, oui, le Yes Weekend, tu vois. oui. Et là, c'est Shuriken, bien sûr, il peut y arriver. Et il y a le double sens. C'est une adaptation. Moi, je suis heureux quand on me laisse la liberté de faire une vraie adaptation française avec des clins d'œil. Piranha 3D, par exemple, il y avait et là, Alexandre Aja, avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est une confiance totale, on s'entend hyper bien. À un moment donné, il y a Christopher Lloyd qui est dans sa boutique avec plein de poissons et les gens lui amènent un piranha pour dire oh, on a trouvé ça dans la mer, est-ce que c'est normal et dans la rivière et tout ça, est-ce que c'est normal. Et ils arrivent, ils tapent à la porte. Il y a le carillon de la porte, on entend les cloches. Ding, ding, ding. Lui, il est au fond de la boutique. Et en anglais, il fait Yeah, yeah, hold the horses, I'm coming. Euh, Si on avait dû traduire, une mauvaise traduction aurait traduit littéralement en disant ouais, c'est bon, retenez les chevaux, j'arrive. Bon, tu dis ouais, ok, ça marche. Hein. Une autre personne aurait mis oui, c'est bon, ne vous impatientez pas, j'arrive. Mhm. Et moi, en français, c'est devenu oui, j'arrive, je ne peux pas me téléporter. Tu vois. Oui, Et oui, ça du rajoute coup, un peu plus de couleur dans le mais dialecte. oui, et puis ça crée une passerelle culturelle vers autre chose. Alors, Oui, ceux qui n'ont pas la référence, c'est correct. Ceux qui l'ont, tout de suite, Back to the Future, mais oui, oui. le doc, etc. Et ça les fait marrer parce que, voilà, c'est ça pour moi les bonnes adaptations. Ben, au nom de tous C'est, les geeks, je vous remercie de faire ça. C'est tellement des petits Easter eggs qui mais sont oui, discrets, mais que ça nous fait sourire automatiquement. C'est fantastique, là. ah mais oui, mais mais après tu vois, bon, voilà, j'en avais fait un autre aussi, c'était, ça, qu'est-ce que j'ai ri ça. C'était Scout versus Zombie. C'est Manuel Scout à l'usage. Je ne sais plus exactement Oui, oui, le, oui, ben, man- j'ai vu la bande-annonce, mais j'ai le- jamais écouté le Ah film. Mais putain, OK, mais il est ouais. génial ce film. Alors là, Ah, c'est autant sûr et j'aime certain bien que je les le mets films dans un ma peu watchlist, intello. là. Tu Parfait. vois, je peux aimer des films un peu fouillés, etc. et tout ça, mais les braves conneries comme ça, les séries 3Z, je prends à fond, j'adore ça, ça me fait ultra rire. Et il y a un moment donné, il y a une scène ils sont allés très très loin. Il y a un gamin, un jeune mec qui essaie de s'échapper d'une maison, il y a des zombies qui le poursuivent à l'étage, et il y a des trampolines en dessous, et en fait il faut qu'il saute sur le trampoline et rebondir de l'autre côté de la palissade. OK. Et il essaie de s'échapper, mais il chute, et il se rattrape à ce qu'il peut. Et en fait, il se rattrape à la bite d'un zombie. Tu vois, il se rattrape à la bite du zombie comme ça. Évidemment, la bite du zombie étant un zombie qu'il est en train de partir. Il doit Et se détacher sans doute. voilà. Et moi, en français, comme le truc commence à se détacher, sa bite commence à se détacher, en français, ça donne oh non, sa bite part en couille. Tu vois. Et ça n'existe, tu vois, et ça n'existe pas dans l'original, ça. Et moi, je kiffe ça, j'adore cette adaptation-là. Je vous engage à le regarder en français, vous allez voir. Je me suis permis des pépites à des moments donnés parce que Oh! bah, au-dessus, ils m'ont autorisé, on était libre. Et tu vois, et là, là, j'adore faire des adaptations quand on a cette liberté-là, tu vois. Ah, c'est fantastique. Ben, je veux pas faire mon têteux non plus, Marc, mais comme j'avais dit à Constantin Papas qu'on a interviewé au début de la saison 2, je trouvais que la direction artistique était beaucoup meilleure. J'avais tenté d'écouter la version anglaise de la série Squid Game Ouais, et ça ne passait pas pour moi. J'écoutais ça puis j'étais comme, OK, non, il y a quelque chose qui ne correspond pas dans mon ouais. esprit. J'ai l'impression d'écouter quelque chose qui a été mal doublé, tout simplement. Et là, je suis tombé vers la version française. Et là, j'ai fait OK.
là, mon cerveau est prêt. Maintenant, je sais. Tu sais, je suis capable de bien suivre sans qu'il y ait un petit blocage mental. Fait que tout ça, Marc, toi et ton équipe, un gros Bah, bravo par rapport à ça. C'est merci. fantastique. C'est aussi moi là où je veux remercier. Je veux remercier en tout premier lieu, Sylve Souli qui m'a proposé la chargée de prod, qui m'a proposé ce projet, et Imagine qui était à l'origine. Netflix, à l'époque Fred Taïeb qui m'a laissé beaucoup, et Netflix maintenant aussi, ou même si ils le savent, Vincent Guillaume et Julia qui sont Netflix France, je leur ai dit, vous savez, moi je vais vous emmerder, hein, mais si je vous emmerde, si j'insiste et que je t'appelle, c'est pas pour te faire chier, c'est parce que je pense que c'est mieux, mais je vais vraiment vous emmerder. Et ils le savent. Et du coup, voilà, je me bats, mais j'arrive à obtenir des choses. Et quand ils m'écoutent, je suis content que ça puisse passer. Et la liberté que j'ai eue, si tu veux, sur Squid Game, c'est que j'ai eu totale liberté sur mon casting. Et que Mhm. moi, du coup, mes comédiens que j'ai choisis, s'ils collent si bien, c'est parce que je les connais humainement et que j'arrive à prendre pas juste des voix, je prends des êtres humains sur des êtres humains. Et Mhm. que du coup, j'ai trouvé, les connaissant parfaitement, j'ai trouvé leurs équivalences dans ces personnages-là. Et qu'ensuite, dans la direction d'acteur, le coréen est très dur à doubler parce que Oui. les gens ont tendance à se laisser porter par. Ils sont très généreux, les Coréens. Et ça peut devenir excessif. Alors, ils sont excessifs dans les, ils passent d'un coup du drame à l'humour en 2 secondes. Tu vois, ils vont faire une blague et 2 secondes après ils pleurent. Et Mhm. puis quand ils pleurent, mais sincèrement, même des gamins et tout, ils ont un niveau de jeu qui est incroyable. Et Si on double exactement, Constantine parlait aussi des syllabes aussi qui étaient souvent mentionnées, oui, il faut s'assurer que la gestuelle des lèvres puisse quand même coïncider bah oui, parce avec qu'on est le en reste. doublage, on peut pas faire n'importe quoi. Mais moi, du coup, mon travail en tant qu'adaptateur sur cette série, Mhm. ça a été de justement, parce que tu sais, la difficulté qu'on a quand nous on adapte et après quand on dirige, mais c'est que tu adaptes le coréen, mais le texte que tu adaptes sur ton logiciel d'adaptation, il est écrit en anglais. C'est-à-dire Mhm. que j'entends le coréen, le texte posé est en anglais, et moi je dois l'adapter en français. Or, les rythmiques dans les 3 langues sont pas du tout les mêmes. Non, ça c'est En clair. coréen, c'est des sonorités, il y a beaucoup de des trucs étirés comme ça. L'anglais, on a moins de mots qu'en français. C'est très structuré, moins de mots, et les interrogations sont pas obligatoirement aux mêmes endroits. Donc la difficulté, si tu veux, c'est de trouver la bonne rythmique, de caler dans la langue. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'écoute d'abord la sonorité coréenne, leur énergie, je regarde bien les visages, évidemment, je vois où il y a les ouvertures et les fermetures. Derrière, je vois ce que je ferais moi en français comme si le plus naturellement possible, dans un débit qui va être voilà, parlé comme dans la vie. Et si je vois qu'il y en a trop, petit à petit, je synthétise. Donc je reviens et des fois je coupe le son et je reviens pour que ce soit vraiment pile poil dans l'image. Et Mhm. après, sur la direction, ce que j'ai dit moi à mes comédiens, c'est écoutez, ne vous laissez pas porter totalement par leur folie, leur énergie, parce que c'est pas notre culture. Et du coup, si on se met à doubler du coréen, comme du coréen, quand ils en font ouais, ça devient caricatural et on va pas adhérer. Mhm. Donc, on va jouer la sincérité très sincère sur les écorchements. Il faut vraiment qu'on vienne. Évidemment, quand ça gueule, Constantin, il est obligé, quand il fait j'ai déjà participé à ces jeux avant, il est obligé d'y aller, il peut pas truquer, tu Mhm. vois, parce que ça doit rentrer dans l'image. Mais à d'autres moments, fallait gommer un peu pour que du coup la VF soit cette VF là. Oui. Parce que j'en ai entendu plein, hein, des trucs faits en coréen, du français qui double le coréen. Et ceux qui font l'erreur de coller parfaitement, ça donne un truc un peu extérieur, malheureusement. Et comme les comédiens sont très généreux quand ils arrivent en plateau, s'il n'y a pas un bon directeur artistique qui canalise tout ça et qui calme le truc, tout le monde y va à volo et il n'y a pas de lien. Et il n'y a pas Mhm. de liant, du coup. Oui. Alors que là, dans Squid, voilà, ça fonctionne. Moi, je suis très, très content de cette VF. Et puis, les comédiens, tu sais, moi, je suis, bon, voilà, j'ai plusieurs casquettes. Je suis comédien aussi. Moi, j'aurais bien aimé participer, tout ça. Mais quand je trouve les gens qui sont pile poil et c'est jubilatoire pour moi en tant que directeur artistique ou en tant que réalisateur de trouver le bon comédien qui va lui aussi prendre son pied et qui va du coup véhiculer cette énergie, toute cette positivité au spectateur parce que c'est la personne optimum. Tu vois. Et Constantin, par exemple, il est Ah oui. parfait dessus. Oui, il y a Ça- l'intonation, il y a l'expression qui coïncide avec le personnage. ouais. C'est fantastique, là. Ouais, et puis tu vois, t'as des comédiens, par exemple,
Bah, sur ma première salve d'essai, par exemple, j'avais mis Constantin et j'avais mis un comédien qui s'appelle Stéphane Roux sur le même essai Mhm. pour Ji-Hoon. Et il m'avait fait des très bons essais aussi. Mais Constantin avait ce truc en plus. Moi, je lui ai dit à Constantin, je fais, si je dois te comparer à un animal, t'es un chien. C'est-à-dire que tu as ce côté gentil du chien, mais si on lui donne un coup de pied, bah, le chien est mort. Oui, oui, Et, voilà. et Ce le, qui est carrément le et tempérament de Ji-Hoon au c'est le travers des personnage de années. Ji-Hoon, c'est un C'est ça. chien. En plus, c'est un chien, c'est un bâtard. Tu sais, c'est le chien de quand tu le vois, c'est le mec, puisqu'il était chien des rues. Enfin, le mec, l'idée c'est ça. Mais qui s'endurcit et qui en fait, on se rend compte qu'on peut être le chien bâtard, mais avoir des valeurs nobles. Et c'est Mhm. ça qui est beau dans le personnage. Et donc du coup, bah voilà, Constantin. Et en fait, quand Stéphane Roux, qui avait fait des très bons essais aussi, je me disais, ah là, là, bon, il faut que je trouve un truc. Et je lui ai trouvé. Alors moi, j'aurais adoré le faire, ce personnage-là et tout, mais j'ai dit, mais non, il serait pareil, il sera super bien. C'est le mec qui est à la roulette. Les deux qui sont à la roulette, il y a le patron et l'autre, le personnage Oui, oui, comique. oui, 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 J'ai son nom qui m'échappe. Mais tu vois ce personnage-là, et oui. il me fallait quelqu'un, il en fait beaucoup cet acteur-là, et il est formidable. Et donc il me fallait quelqu'un qui soit capable de pas le caricaturer et d'être hyper sincère en étant excessif à des moments donnés. Oui, oui, parce que Euh, c'est un personnage qui est constamment expressif. Là, on parle de celui qui a survécu, là, spoiler alert pour. ouais. Ouais. Bah, si celui qui, à un moment donné, oui, c'est ça, et si celui qui se fait à un moment donné, quand il y a ça me fait rire quand il est au commissariat et qu'il explique qu'il y a des gens et que. Non, mais c'est Personne à le vous, croit, là. c'est votre travail, la police. Mais alors, ces gens, ils sont où, à quelle adresse et tout. Mais non, maman, c'est votre travail à vous, ça. Et il s'énerve. Mais tu vois, mais quand il s'énerve, si il s'énerve pas, moi, Stéphane, je dis oui, il s'énerve, mais il faut que j'entende dans ton énervement du désespoir. Le mec, il a bout de nerfs. Putain, mais c'est la vérité, je vous mens pas. Et ok, j'étais un méchant garçon avant, mais je suis sincère, putain. Il faut qu'on entende tout ça dedans. Et évidemment, quand tu mets ce sous-texte-là, en plus de l'énervement, ça donne des scènes cultes. Et c'est formidable. Oui. Tu vois. Ah, c'est fantastique. Marc, c'est déjà la fin de notre entretien ensemble. Ça a passé énormément vite. J'ai pu rencontrer quelqu'un de passionné avec qui, sérieusement, je crois qu'on pourrait carrément faire des parties 2, des parties 3. Ça a été fantastique. Marc, on a toujours eu une habitude pour conclure nos entrevues, de te laisser le micro, de donner le mot de la fin aux auditeurs avec la voix de ton choix. Est-ce que tu aurais une voix que tu pourrais envoyer à nos auditeurs présentement? Ben là, je vais la faire avec la voix de Scooter. Dis donc, Kermit, j'ai trouvé vachement bien cette émission. Parce que... Attends, bouge pas, je vais me déplacer. Attends, je reviens. Bon, on est tous des marionnettes, en fait, dans la vie. Hein, c'est vrai. Ou alors, ça peut être aussi la voix de Nordique et dont j'ai mis à des tentacules, qui a ces petits garçons comme ça qui cachent un ex. Ou alors, c'est la voix Oh! de Dexter. Ou alors, c'est la cravate. Ou alors c'est Léonard, je ne sais pas, mais il y en a plein. C'est quoi cette affaire? Ou alors ça peut être Jen Kampong aussi dans Star Trek Prodigy. Oh, Juste du wow! bonheur. C'est juste du bonheur, c'est fantastique. Marc, merci beaucoup pour ta générosité. On te souhaite le meilleur des succès pour la suite. Merci et puis des gros becs à vous tous. Vraiment, c'est patrie de cœur, hein, vraiment. Hein. Je vous connais et vous êtes vraiment comme ça et continuez.